Commencer cette table ronde réemploi, recyclage, deux voies complémentaires vers l'économie circulaire. Donc merci à tous d'être là sur le stand de FEDEREC, donc la Fédération des entreprises de recyclage. Alors on a une petite nouvelle, en tout cas bonne nouvelle à vous annoncer. Je laisserai monsieur Jean-François Caranco, donc président délégué de FEDEREC, l'annoncer, puisque aujourd'hui on intègre désormais les activités de réemploi au sein de notre fédération, qui est effectivement historiquement tournée autour des activités de gestion de déchets, puisqu'effectivement c'est un peu le sens de l'histoire. Aujourd'hui on a vraiment une véritable accélération de l'économie circulaire, et donc aujourd'hui on voit que les activités de réemploi, réutilisation, réparation et donc recyclage sont aujourd'hui des voies privilégiées justement pour réduire nos déchets, mieux gérer nos ressources, valoriser nos ressources et en faire valoriser nos déchets et en faire les ressources de demain. Peut-être Jean-François, si vous avez un petit mot là-dessus, je vous laisse le micro. Je salue le directeur général de la Fédération des entreprises d'insertion qui est là. Je salue tout le monde. Le monde change, vous l'avez vu. Il y a un certain nombre de gens qui ne le voient pas, mais tout ça est en train de bouger à vive allure. Et notamment le recyclage. Le monde, il a besoin de consommer moins et d'émettre moins de carbone. Et donc, il a besoin d'avoir une industrie différente, une création de richesse différente. Sinon, il est mort. Sinon, il est mort. Et donc, dans cette crise, polycrise mondiale, tout ce qui va vers l'économie circulaire est un petit boulon de la solution à la polycrise mondiale. Ce n'est pas juste pour se faire plaisir. Et donc FEDEREC a réfléchi à son histoire d'abord, parce qu'elle vient de là, FEDEREC, ça vient de là, 80 ans d'histoire. Les ferrailleurs et les chiffonniers, ils faisaient du réemploi. Ils n'en parlaient pas, mais ils faisaient comme ça. Et donc FEDEREC a réfléchi et il s'est dit, nous, c'est un peu notre histoire. Deuxièmement, de faire du recyclage, c'est bien, c'est indispensable, mais ça ne suffit pas comme action dans le devenir des objets. Le sujet, c'est est-ce que le devenir des objets participe à la solution, petit boulon dans l'ensemble des choses, de la polycrise mondiale côté surconsommation de la planète, réchauffement. C'est ça la réflexion qui a amené. Pas facile parce que il y a 1200 entreprises, des gros, des petits, des intérêts divergents. Bon, voilà. Mais finalement, tout le monde s'est dit, un objet fabriqué, il ne faut plus qu'il aille à la décharge, sauf s'il est in fine fine. Il faut que, comme dit un de mes amis, je ne devrais pas le dire tout fort, avec de la merde en face de l'or. Et donc, pour ça, il y a le recyclage. On le prend, on le ramasse, on le transforme, on le recycle. Et ça devient, avec des vrais sujets difficiles juridiquement et européens, ça redevient un produit. Avec le sujet de la sortie du statut de déchet. Hein, c'est pas très simple. Mais c'est une première piste. La deuxième piste, c'est le réemploi. Le réemploi qui couvre la réutilisation, qui couvre tout un tas de sujets juridiques. On invente, en France, on sait inventer des systèmes compliqués, hein, qui couvrent des systèmes juridiques du réemploi. Et donc, l'Assemblée générale a décidé de changer de nom. Je vais revenir sur le réemploi. Et nous nous appelons désormais Fédération des entreprises du recyclage, du réemploi et de l'économie circulaire. Ça permet de garder le nom de FEDEREC, il suffit juste de rajouter une petite barre au R et ça fait comme 2 R. Voilà. Et donc ça, c'est très important. Sur le réemploi, ce que je veux dire, c'est que, honnêtement, ma fille, elle a besoin de rien. Mon petit-fils non plus. Hein, ils ont de quoi vivre. N'empêche qu'ils vont à la chiffonnerie, là, je ne sais pas comment vous dites, ils vont acheter chez Emmaüs, ils vont acheter à la fringuerie, là, ils font du réemploi. Les jeunes ont compris que l'avenir du monde, c'était d'utiliser 2 fois les choses. D'utiliser 2 fois les choses. Et ceux qui ne comprennent pas ça, il faut mieux de se taire. Donc, réutiliser 2 fois les choses, c'est ça le réemploi sous toutes ses formes. Et ça, c'est le premier volet.
Et ça va venir, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. L'autre sujet, c'est que le réemploi n'est plus un mode de fourniture de choses à des pauvres par des pauvres qui ont besoin de s'activer et donc ils font une assoce pour faire du machin, je te donne des fringues, je te les revends, etc. Le réemploi dans ces conditions est une activité économique majeure. Est une activité économique majeure. Tant que ce n'est pas ça, on a tout faux. Ce que je pense, on fait semblant. Ouais, on fait un peu semblant. Et donc, si on veut que ce soit ça, il fallait changer Fédérec. Il faut que Fédérec rassemble toute l'économie circulaire et non pas simplement les industriels qui font du recyclage après la sortie de déchets et de la réutilisation différente, l'ensemble du système qui fait qu'on va essayer de consommer moins. Et pour avancer un peu plus, pour faire en sorte que ce soit une vraie entreprise, pas la charité. La charité, c'est un peu souvent pour soi-même d'ailleurs avant de le faire pour les autres, mais ça c'est un autre sujet. Et celui qui vous dit ça, je préside une association, tu la connais, qui fait 540 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, et bénévole, là je suis bénévole. Mais on la gère comme une entreprise. Parce que la création de demain, elle est là. Donc je suis pour le monde associatif à 1000% quand il rentre de plein pied dans l'économie. De plein pied dans l'économie. Sinon on ne sauvera pas le monde. Et c'est ça qui m'interroge. C'est ça qui m'interpelle. Y aller de plein pot. Alors, comme je suis un peu têtu et gueulard, avec notre ami Serge Ponton, et les syndicats, pour être honnête, et les chefs d'entreprise, on a inventé un truc, c'est l'élargissement du champ professionnel de Fédérec. Vous savez, un champ professionnel, c'est quand la fédération patronale professionnelle, c'est ce qui est Fédérec. Elle gère les conventions collectives, elle gère les NAO, les machins comme ça. On l'a élargi au réemploi. C'est-à-dire que tous les salariés du réemploi pourront dire à leur patron, monsieur, nous on veut la même convention collective, les mêmes NAO que les entreprises de Fédérec. Quel que soit le statut. Et ça peut être, je le redis, une association. Moi j'y suis favorable dès lors qu'on se dit on va faire de l'économie. Voilà, c'était un peu long, un peu brutal, mais je suis sûr de ce que je pense, et comme je suis sûr de ce que je pense, dès que je passe le micro, je doute de ce que je pense. Doutez de vos certitudes. Merci Jean-François pour cette introduction. Donc, on l'a compris, effectivement, réemploi, réutilisation et recyclage voilà, montent en puissance. On va en discuter donc, au cœur de cette conférence. Je remercie donc les intervenants ici présents donc, de m'accompagner pour cette conférence. Je vais peut-être vous passer le micro pour vous présenter très rapidement individuellement et après on rentrera dans le cœur du sujet et dans le cœur de la présentation de vos structures. Donc on va commencer par... il y a un micro vous, peut-être Dany, vous pouvez commencer. Ça fonctionne. Dany Dunat, directrice générale de Tricelec. Je suis là double titre aussi, à la fois comme adhérent Fédérec, mais également comme adhérent de la FEI, puisque je suis membre du bureau national de la Fédération des entreprises d'insertion. Notre entreprise Tricelec est le premier centre de tri en France en 89, là où quand personne n'y croyait. Et j'aime bien ce parallèle aujourd'hui entre recyclage et réemploi, puisque pour moi, c'est en fait l'histoire qui se continue. Et ce qu'on a su faire sur le recyclage, aujourd'hui, il s'agirait de le faire sur le réemploi et qu'on puisse massifier justement pour rentrer dans les critères économiques qui font qu'on sera dans une réelle économie. Bonjour à toutes et à tous, Arnaud Moulin, Blue Market, je suis l'un des deux fondateurs de la société. On est acteur du réemploi industriel. On accompagne les industriels de toute taille, tout secteur dans leur démarche de réemploi, quelle qu'elle soit. On en dira plus après. Bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci à Fédérec de nous recevoir et de mettre en avant le réemploi en faisant le parallèle avec le recyclage. Pour moi, il n'y a pas d'opposition, hein. Qu'on soit clair, c'est simplement un report du moment où les produits seront recyclés. Et donc je suis très, très heureux d'être là. Je suis donc Vincent Régal, je suis CEO et cofondateur de Circular Place et nous on fait des plateformes digitales pour accompagner justement le réemploi des entreprises. Donc on est venu digitaliser tout un parcours que vous actez tous
à titre d'individu dans vos vies quotidiennes en proposant une solution en interne, donc dans sa communauté, et puis ensuite en trouvant des solutions de vente ou de dons à des associations. Et tout ça est processé sur une plateforme qui vous permet de très facilement trouver des solutions valorisantes ou valorisées. Merci. Alors merci à tous. Donc effectivement, on l'a vu aujourd'hui, juste faire un petit état des lieux aujourd'hui de pourquoi on parle d'économie circulaire. Déjà, il y a effectivement un paysage réglementaire qui s'enrichit autour des enjeux de l'économie circulaire. Tout d'abord au cœur des REP, donc la responsabilité élargie des producteurs, qui fixe aujourd'hui des objectifs très ambitieux sur le réemploi et la réutilisation. Bon, pour ne pas vous donner tous les exemples, mais par exemple, on a la loi AGEC qui fixe l'objectif d'atteindre 10% d'emballage réemployé à horizon 2027. Si on rentre dans le cœur des REP, on a par exemple donc la REP PMCB qui gère les déchets du bâtiment, qui fixe l'objectif d'atteindre 4% de PMCB, donc de déchets issus du bâtiment, enfin de produits et déchets issus du bâtiment qui soient réemployés ou réutilisés à horizon 2027. On les a également sur la REP D3E, donc déchets, équipements électriques, électroniques, qui fixe l'objectif d'atteindre 2% de D3E réemployés, réutilisés par an. Donc voilà, on a vraiment tout un paysage réglementaire qui s'enrichit, qui se consolide autour de ces enjeux-là. On a également une prise de conscience citoyenne, des comportements utilisateurs qui changent. Et donc effectivement, voilà, aujourd'hui, on a le paysage économique qui s'enrichit. On a des acteurs économiques nouveaux, parfois historiques même, qui arrivent effectivement sur ces activités. Donc on parlait tout à l'heure de complémentarité entre réemploi et recyclage. Pourquoi? Donc par exemple, du côté des gestionnaires de déchets, donc la plupart sont adhérents FEDEREC, finalement, ils arrivent... disons, juste après l'activité du réemploi, finalement, ce qui n'est pas réemployé, derrière, va arriver en filière de recyclage. Et également, ce qui a été réemployé, qui, au bout de plusieurs cycles, finalement, arrive à fin d'usage, on l'envoie en filière de recyclage. Donc, il y a une vraie complémentarité. Et à côté de ça, on a effectivement de nouveaux acteurs qui vont arriver donc, sur ces activités-là. Donc, on va rentrer dans le détail notamment de Blue Market ou encore Circular Place. On parle aussi de nouveaux lieux un peu innovants, tiers-lieux, ressourceries, recycleries. On parle aussi de déchetterie mobile. La déchetterie, c'est un modèle historique, mais qui va vraiment innover pour aller vers ces activités-là. Donc l'objectif de cette conférence sera d'aborder un peu cette complémentarité. L'enjeu étant d'accélérer l'économie circulaire et d'optimiser la performance environnementale pour mieux gérer nos ressources. Donc je vais commencer peut-être par vous, Dany. Donc vous avez présenté très rapidement Triselec. Justement, est-ce que vous pouvez expliquer quelle est l'activité aujourd'hui de Triselec et quel regard vous portez justement sur ces activités recyclage et peut-être demain réemploi? Donc l'activité première de Triselec, c'est l'exploitation de centres de tri. On exploite 3 centres de tri dans le nord de la France, à peu près 100 000 tonnes de collecte sélective qui sont triées. On est également opérateur de reprise en fédération, bien évidemment, pour des collectivités. Et aujourd'hui, nous le constat sur la partie recyclage. Et en tant que structure d'insertion, pour nous, c'était un acte militant dès le départ. C'est-à-dire que dès lors qu'on s'intéresse à l'environnement, au sens large, on s'intéresse forcément aux hommes qui sont dans cet environnement. Et donc, ce qu'on fait sur la matière, on le fait aussi sur les hommes. C'est-à-dire que des personnes qui sont aujourd'hui éloignées de l'emploi pour diverses raisons, on est très attaché à pouvoir leur offrir une possibilité d'emploi sur des métiers peu ou pas qualifiés, dans le but justement de les requalifier pour partir ensuite avec cette requalification sur d'autres emplois pérennes. Et sur l'activité de tri, aujourd'hui, je l'ai dit, on était le premier centre de tri en France, à Dunkerque, qui reste encore aujourd'hui à peu près dans son jus, c'est-à-dire encore beaucoup de tri manuel. Et clairement, en 2024, ça interroge à la fois d'un point de vue économique, parce que la masse salariale, ça coûte assez cher, et donc en termes de performance et de coût de tri, on est relativement élevé. Et donc aujourd'hui, avec les modernisations possibles, le travail des machines, une pénibilité qui est moindre aussi, on se retrouve à supprimer des postes sur cette activité industrielle. Et donc la réflexion, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut développer aussi comme activité sur lequel il y aurait une plus grande plus-value humaine que celle qu'on a aujourd'hui sur l'activité du tri. Et c'est comme ça aussi, au-delà de la performance, encore une fois, économie circulaire, que la notion de réemploi prend tout son sens, puisque là, on arrive vraiment à pouvoir mettre en avant l'humain et une meilleure plus-value humaine, là où sur l'activité industrielle, on peut mécaniser, moderniser, pour rester compétitif, puisque c'est quand même ce qui tient à cœur toute entreprise. Et donc c'est comme ça qu'on a développé donc, une activité de réemploi.
Donc on récupère des objets dans des déchetteries dans le but de les réparer, de les recommercialiser ensuite dans un magasin. Et à la fois c'est très formateur pour les personnes qu'on accompagne sur les métiers de la vente, même si le commerce va mal, le commerce existe encore, donc c'est quand même des perspectives d'emploi. Et puis c'est vraiment quelque chose qui est très changeant par rapport à notre métier d'agenterie où finalement la chaîne c'est un peu le tonneau des Danaïdes, que l'opérateur soit là ou pas, la chaîne continue et les déchets sont là. Et aussi parce qu'on fait des visites de nos équipements industriels, c'est une réflexion qu'on a régulièrement aussi de la société qui nous interroge en disant bah finalement le fait que je jette ça vous sert bien, ça vous fait vivre. Et moi je suis pas du tout à l'aise avec ça parce que non, enfin en tout cas on fait pas cette activité là pour te déculpabiliser sur le fait que tu jettes. Déjà on est sur de la collecte sélective donc faut bien trier. Si on trie pas bien ça va être compliqué derrière de pouvoir recommercialiser en recyclage des tonnages. Mais ça nous a aussi questionné sur nos ambitions environnementales et de se dire bah, cette matière, parce que des fois elle n'est pas vraiment recyclée, elle est surcyclée. Si on parle du plastique, on sait que la durée de vie du plastique n'est pas indéfinie. Donc forcément on réinjecte de la matière première alors que le réemploi permet lui pour le coup de rester vraiment sur de la matière sans réinjection. Donc on s'est interrogé. Une approche assez répandue donc sur la recyclerie, mais on cherche aussi à développer d'autres modèles. Aujourd'hui, il y a la consigne du verre qui arrive, donc en Hauts-de-France, ce sera une région pilote. Mais pourquoi pas aussi réemploi de carton aujourd'hui sur la vente à distance. En tant que centre de tri, on a vu l'évolution du commerce entre la vente de proximité. Aujourd'hui, beaucoup d'objets sont quand même vendus à distance dans des cartons. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire sur ces cartons ? Aujourd'hui, on consomme énormément de cartons qui n'ont qu'une vie. Alors que le carton, dès lors qu'il est un peu préservé, on peut le réutiliser, on peut le réemployer. Moi, je trouve ce que dit madame est super intéressant. Merci. Parce qu'elle dit, mon entreprise de tri, économiquement, ça ne le fait plus. Il faut gagner un peu plus d'argent. Pour gagner plus d'argent, il faut mécaniser. Ouais, il faut mécaniser. Et donc, humainement, ce qui est aussi le but d'une entreprise, de travailler l'humain, ça ne le fait pas si on fait que mécaniser. Donc à la fois sur son développement humain de l'entreprise, sur le développement financier de l'entreprise, tout en étant, j'allais dire, dans le monde où on fait attention à la planète, on fait attention à ce qu'on consomme, elle développe son activité. C'est exactement les 3 pieds du réemploi. C'est rentable, ça développe l'entreprise humainement, et ça va dans le sens de l'effort écologique que nous devons mener tous. Et c'est une entreprise. C'est ça qui est important. Juste, on y reviendra tout à l'heure avec Mathieu Orphelin, je ne suis pas convaincu qu'il faille absolument lier réemploi, tri et FEI, et entreprise d'insertion. C'est un autre sujet. On en parlera tout à l'heure. Pas forcément le lier, mais on peut le lier quand même. Moi, je trouve que ça fait sens. Oui, mais j'ai aussi redit, pas forcément. Par contre, sur le réemploi, donc encore une fois, il faut vraiment changer aujourd'hui de regard et changer d'échelle. Aujourd'hui, on n'est qu'au balbutiement, on est quand même sur des tonnages, il faut se le dire, assez confidentiels. Et je vous ai dit, 100 000 tonnes sur notre activité de tri des déchets, là où on est assez modestement, et encore, c'est pas si mal que ça, à 300, 400 tonnes au mieux sur les réemplois. Donc voilà, il y a quand même un gap à franchir. Ce gap, il va forcément aussi passer par des solutions de massification. Enfin, là aussi, on arrive sur les modèles économiques assez classiques. Mais il faut aussi sortir cette image un peu misérabiliste aussi qu'on a parfois du réemploi. C'est-à-dire, c'est pas de la charité pour moi, c'est pas de la pauvreté. Et c'est pour ça, vous avez quelques illustrations de notre magasin. Dans une phrase un petit peu choc que j'ai eu l'occasion de dire à un Premier ministre, c'est un magasin ni bobo ni prolo en fait. C'est un magasin avant tout, c'est-à-dire on vend des objets, on ne vient pas là parce qu'on n'a pas les moyens et on ne vient pas là parce qu'on est militant. Toutes les semaines, le magasin change, il y a des opérations commerciales et si on veut que le regard sur le réemploi change, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Pareil sur le vélo, on a travaillé beaucoup avec la communauté urbaine de Dunkerque sur le vélo de réemploi. Puisque là aussi, il y a quand même beaucoup de freins. Est-ce qu'il va tenir le coup? Est-ce que si je l'achète, je ne vais pas avoir des ennuis ensuite? Et de se dire, changeons de modèle, changeons de regard. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire, par exemple, une offre aux étudiants sur une solution longue durée de location de vélo de réemploi
très peu cher, voire quasiment pas cher, avec des vélos qui sont relookés aux couleurs de la collectivité, quelque chose d'un peu sympathique, d'un peu sexy, pour donner aussi envie et se dire « Ah oui, tiens, c'était du réemploi, mais en fait, le réemploi, c'est aussi ça. » Parce que, encore une fois, si on veut changer d'échelle, il faut changer de regard. Bah, merci beaucoup effectivement pour cet éclairage. Donc on comprend qu'il y a une vraie réflexion poussée sur le réemploi et qu'il y a un vrai sujet aussi de changer le regard sur l'objet de seconde vie, donc un peu presque d'acculturation. Cette fois, je vais vous donner la parole, Vincent Rigal, parce qu'effectivement, un peu dans cette même lignée d'accélérer le réemploi, vous avez créé donc Circular Place. Est-ce que vous pouvez d'abord présenter la société ? Alors on a fondé la société en 2021 avec Maxime, mon associé. En partant d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, le processus de réemploi n'était absolument pas digitalisé. Et on s'est principalement orienté vers les grandes entreprises qui représentaient les plus gros gisements. Et donc, on a mis en place un processus qui nous permet aujourd'hui de structurer le réemploi chez eux. L'idée est d'être un endpoint où ils peuvent venir sous forme de guichet unique, adresser différentes thématiques. Une thématique interne sur comment je mets en exergue les produits dont je dispose. Et ensuite, comment je peux adresser de façon séquencée les différentes parties prenantes avec lesquelles je souhaite collaborer. Ça peut être mes employés à qui je peux proposer de faire l'acquisition d'équipements à moindre frais. Ça peut être les entreprises de mon territoire à qui je peux proposer de faire de l'acquisition aussi. Et in fine, des associations de proximité qui peuvent être intéressées pour les récupérer. En France, on a la chance sur le don en nature d'avoir un modèle fiscal particulièrement incitatif puisque les entreprises peuvent récupérer jusqu'à 60% de la valeur des produits qu'ils sont amenés à donner. Et donc, fort de ce constat, on s'est dit comment on va, à partir d'une simple annonce, orchestrer tout ça pour trouver une solution de réemploi. Et donc, on est très heureux aujourd'hui puisqu'on a très peu de recyclage sur les opérations qu'on accompagne. Donc, on fait aussi bien des opérations éphémères que des opérations permanente. On accompagne le groupe Sodexo sur 12 500 sites aujourd'hui et on les aide à se partager leurs assets. Donc on va transformer, si vous voulez, la propriété à l'usage, c'est-à-dire que tous ces sites appartiennent à la même entreprise. Et donc aujourd'hui, j'ai un chariot élévateur, j'ai un Karcher, j'ai un Barnum, je peux le prêter aussi à mon voisin. Et par le passé, ça existait. C'est-à-dire qu'il y avait des groupes WhatsApp où les gens conversaient en disant Patrick connaît Roger et il connaît la disponibilité de tel ou tel équipement, mais ça, c'était pas pensé de façon globale. Et donc, on a eu cette approche sur l'économie de la fonctionnalité et puis on a aussi cette approche sur la partie réemploi, sur tous les sites qui ferment. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Et là, récemment, on a fait une opération sur la Défense où il y a un RIE de 1600 personnes qui a fermé. C'était 8700 équipements de cuisine et de vaisselle qu'on a dû réemployer. Eh bien, on a trouvé des solutions de réemploi dans un giron de 12 km. C'est vous dire la proximité qu'on arrive à avoir. C'est 37 sites Sodexo qui ont récupéré l'ensemble de ces équipements et surtout qui ont permis d'éviter 30 tonnes de CO2 et surtout de générer des économies pour le groupe puisque c'est autant d'achats qui n'ont pas été faits. Il faut savoir que les produits sont très standardisés dans ce type de groupe, quel que soit l'acteur. Ils ont des catalogues dans lesquels ils vont sélectionner leurs produits. On accompagne le groupe Accor aussi sur tous les démantèlements de chambres d'hôtel. Ils ont de grandes ambitions de rénovation liées à la transition écologique. Et aujourd'hui, on a créé un parcours qui va leur permettre d'organiser la revalorisation de tout ce qu'ils vont démonter dans leur chambre d'hôtel. Donc c'est comment, au travers d'une solution, on va pouvoir proposer au territoire de bénéficier de tout ça. Et ils ont même une approche encore plus ambitieuse puisqu'ils ne souhaitent faire que du don et donc donner tous ces assets aux acteurs du territoire, que ce soit les télés qui étaient dans la chambre ou l'ensemble des équipements. Et donc ça, c'est un très beau projet qu'on est ravis d'accompagner. On accompagne des opérations de dissolution aussi, on accompagne les jeux sur la revalorisation des produits mobiliers avec l'entreprise Lireco. On accompagne le groupe Galeries Lafayette sur la fermeture du magasin de Berlin actuellement. C'était 45 000 assets uniques qui ont été redistribués. Aujourd'hui, il en reste à peu près 200 qui sont proposés aux associations puisqu'on est là dans la dernière phase. Et donc voilà ce qu'on fait chez Circular Place. Merci. Alors justement, pour entrer un petit peu plus en détail, Dany, tout à l'heure, vous parliez justement de l'importance d'offrir des biens issus du réemploi qui soient de qualité fonctionnelle justement pour un peu changer le regard qu'ont les utilisateurs sur les objets de seconde vie. On parle donc voilà, de qualité de l'objet du réemploi. Comment est-ce que vous, au sein de Circular Place, vous gérez ce sujet de la qualité ? Alors la qualité, souvent, elle dépend du curage. C'est-à-dire qu'il faut mettre des moyens pour démonter proprement les équipements pour pouvoir les reproposer.
Nous, aujourd'hui, on est sur du peer-to-peer, c'est-à-dire on va mettre en relation un détenteur avec un acquéreur. Et donc, on a mis en place un système d'autodiagnostic entre les parties au moment où il y a transfert. Alors, soit le transfert se fait de gré à gré, et dans ce cas-là, les deux s'entendent sur un diagnostic voilà, où ils vont répondre un peu de la même manière que chacun aujourd'hui peut revendre son iPhone sur Back Market. On va vous poser des questions qu'on aura générées à partir d'une IA pour valider que les fonctionnalités attendues de l'équipement sont bien présentes et bien fonctionnelles et s'éviter un litige ultérieur. Et puis pour tout ce qui va inclure du transport, eh bien on va demander aux deux parties de faire cet autodiagnostic directement via notre applicatif. Et donc c'est ce qui nous permet aujourd'hui de garantir aux deux parties que le produit correspond bien à ce qui a été proposé. Et nous, on va séquestrer l'argent dans le cadre d'une vente. Donc, il n'y aura pas de transfert d'argent tant que la conformité n'aura pas été assurée. Et il n'y aura pas de délivrance du reçu fiscal tant que ce ne sera pas le cas non plus. Et est-ce que, au-delà de ça, est-ce que vous identifiez d'autres défis à relever pour justement pousser le réemploi, accélérer le réemploi? On parlait de massification. Alors, le sujet massification, on le retrouve aussi dans les activités classiques de gestion de déchets. Mais peut-être qu'effectivement aussi, dans le réemploi, il y a aussi d'autres sujets, d'autres défis à relever pour aller encore plus loin. Je pense que les défis sont multiples. Si j'en vois un grand aujourd'hui, c'est la prise de conscience généralisée sur la capacité de cesser de jeter et de réemployer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de jeter que de réemployer. C'est compliqué de trouver un preneur pour un équipement qui peut être un peu dégradé. Mais il faut savoir faire l'effort de se dire on va aller trouver une solution qui n'est pas forcément à la porte d'à côté, mais qui peut peut-être se trouver à quelques kilomètres de moi. Les gens font plus l'effort d'aller voir les associations pour leur proposer leurs articles. On est devenu fainéant, hein. Aujourd'hui, on nous a tellement simplifié la vie qu'on n'est plus prêt à faire ce type d'effort pour les autres. Et donc, la poubelle, c'est facilement adressable, hein. Ça se trouve en bas de chez nous, on pose l'équipement sur le trottoir et il aura disparu demain. Voilà, aujourd'hui, la prise de conscience, c'est comment on peut trouver des solutions de façon simple qui nous permettent de pouvoir agir pour le bien commun. J'ai un doute dans ce que vous dites. Le réemploi, me semble-t-il, triomphera, mais c'est ce que vous faites. Quand vous irez mettre votre poubelle, vous mettez dans la poubelle jaune éventuelle, hein, ou vous l'amenez directement dans les sites de décharge, hein, et vous ne vous en occupez pas. Le réemploi, à mon avis, se développera suffisamment pour sauver la planète si vous n'avez pas à vous occuper vous-même de ce que ça va devenir. Si en plus vous pouvez le faire, c'est bien. Mais si vous le mettez juste au centre, là chez nous, ça s'appelle Déméter, là à Montpellier, hein, mettez au centre Déméter, voilà, juste vous l'amenez et puis vous occupez plus de rien. Il faut que ça... Et ça marchera si les élus locaux, si les entreprises de ramassage qui gèrent les centres de tri, comme vous le faites, voilà, ils s'en occupent eux-mêmes. Ne demandez pas, je veux dire, le geste militant aura triomphé quand on n'aura plus à le faire. Je souhaite qu'un jour ce soit la réalité. Aujourd'hui, malheureusement, les chiffres des REP nous laissent à penser qu'on n'y est pas encore et qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Voilà, je sais que les ambitions du gouvernement sur la partie réemploi sur les REP sont particulièrement élevées et que ce n'est pas chose simple pour les éco-organismes que d'arriver à s'aligner. Mais aujourd'hui, on est sur des pourcentages de réussite de l'ordre de 10% par rapport à l'objectif fixé. Et donc on est encore très 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 loin de pouvoir aujourd'hui s'adresser simplement via ce système-là. Mais je suis sûr qu'elle ne passe pas par les REP. Ça marche quand même, écoutez là. Alors si on passe quand même par les REP parce que finalement la collectivité, ce qui passe par les REP lui coûte moins, donc il y a quand même intérêt que ça passe par les REP et donc le consommateur plutôt que par le contribuable. Moi il y a un autre exemple que j'aime bien justement par rapport à ce changement aussi, c'est ce qu'on fait pour la communauté urbaine de Dunkerque sur des déchetteries mobiles, c'est-à-dire que au sein même de la déchetterie mobile, c'est pas que des bennes où on vient jeter, c'est aussi un lieu où on vient récupérer des choses. Donc on a une zone de troc. On a une boîte à livres, on a des distributions de compost, on fait des pré-diagnostics de Repair Café pour que le citoyen comprenne aussi, et c'est là où ça changera, c'est-à-dire que c'est pas qu'il fera pas un tri, c'est-à-dire qu'il aura conscience d'autres solutions que de mettre dans son bac en fait. Et donc sur la déchetterie, on est plutôt, d'ailleurs on l'appelle plus déchetterie, mais recyclerie mobile, puisque en fait c'est un endroit où les objets circulent et pas où on vient jeter. Moi, je rappelle toujours, quand on fait des formations sur les déchets, qu'en fait, quand on cible le déchet, ça ne veut rien dire. Ça vient du latin cadere, qui veut simplement dire qu'on abandonne quelque chose. C'est-à-dire que quelque chose
que l'on possédait ne nous sert plus et donc on s'en débarrasse, on le jette et c'est ça le déchet. Donc ça veut tout dire et rien dire et celui qui décide si c'est un déchet ou pas, c'est bien son détenteur. Et donc si on change ce regard-là, c'est là où on gagnera sur le réemploi. Effectivement, ce sujet d'acculturation, on y reviendra également après, mais c'est un vrai sujet. Ah, peut-être que vous voulez continuer, effectivement, Vincent. Oui, moi je voulais juste dire qu'on avait à peu près 300 recycleries sur Circular Place qui venaient chercher les articles. Voilà. Et donc, non, mais j'entends votre logique de mettre dans la poubelle, mais je pense que l'acte de se dire je vais le donner, il va y avoir une relation de confiance qui va s'établir et on va pouvoir processer de façon différente. Ça a aussi du sens. Et nous, aujourd'hui, on a une raison d'être chez Circular Place, c'est que plus aucun produit ne finisse à la poubelle sans avoir été proposé aux associations. Et donc, la majeure partie des associations qui œuvrent aujourd'hui dans le réemploi ont la capacité, via notre plateforme, de venir récupérer tout un tas d'équipements. Alors cette fois, merci beaucoup, je vous donne la parole, Arnaud Moulin. Vous avez donc effectivement créé Blue Market, également une plateforme de réemploi donc, qui utilise aussi l'outil digital comme Circular Place. Là, vous êtes plus ciblé sur les équipements plus industriels, donc je vous laisse peut-être présenter en quelques mots Blue Market. Merci. Oui, rapidement, donc Blue Market, on est une jeune société de réemploi industriel. On travaille vraiment avec tout type d'industriel et tout secteur. Notre objectif, de la même manière que Circular Place, ça va être d'éviter du déchet et de favoriser au mieux le réemploi, même si on sait qu'on ne peut jamais faire du 100%. Nous, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'on s'adapte à chaque fois à l'industriel, que ce soit une toute petite start-up ou un très grand groupe. On s'adapte parce que justement, malheureusement, aujourd'hui, c'est pas encore dans toutes les habitudes, il y a encore du travail d'acculturation à faire. Et aussi parce que, alors nous, c'est par notre métier qui est assez technique, on travaille sur des équipements industriels qui peuvent être très variés et qui peuvent être très très complexes. Donc on est obligé de s'adapter à l'industriel, à son métier, à son organisation interne, et aussi de respecter ses objectifs. Parce que dans l'industrie, il y a des objectifs qui peuvent être très variés, parfois par pure recherche, on va dire, de décarbonation, mais c'est rarement, voire très peu le cas encore. Mais sinon, il y a des objectifs très pragmatiques d'économie, de libérer de la place en stock, évidemment d'éviter des déchets, d'optimiser la gestion des achats et la suite derrière, c'est-à-dire tout ce qui va être des décodes comptables, de la gestion des inventaires, etc. Donc nous, on va essayer surtout de se caler sur les objectifs des industriels avec lesquels on travaille. Et après, évidemment, il y a une notion d'impliquer les équipes, puisqu'il y a souvent plusieurs profils qui sont impactés par cette démarche de réemploi. Concrètement, le sujet réemploi, moi j'aime bien dire qu'il est diffus. C'est-à-dire qu'il n'y a personne au sein d'une entreprise, en particulier industrielle, mais je pense que c'est vrai partout, qui a toutes les informations pour le réemploi. Parce que justement, aujourd'hui, on sectorise via déchets. J'achète, c'est une matière, un équipement, et ensuite, c'est un déchet. Et quand on regarde le sujet réemploi, finalement, on intègre les acheteurs, les responsables RSE, déchets, innovation, mais aussi la production, la maintenance, le service après-vente. Et tous ces acteurs-là, on a besoin d'eux pour que le sujet réemploi soit traité au global. Ce que ça veut dire, c'est que nous, on va pouvoir avoir des pièces qui sont issues de stocks morts, parce qu'ils ont été surstockés, parce qu'ils ont été achetés sur projet ou autre, des équipements qui ne sont plus utilisés, parce que par exemple, on a changé de production, ou même si on parle sur des sites logistiques, on les restructure parce que les produits qui passent sur le site sont différents. Donc c'est en perpétuelle évolution, et ça donne des cas de figure très très variés. Nous, quand on fait ces accompagnements-là, on essaie vraiment d'aller sur les sites, de rencontrer les équipes, de caractériser avec eux le potentiel de réemploi, notamment sur le gain économique que ça peut apporter. Même si on ne fait pas du 100%, on peut avoir des gains très importants parce que, et ce que disait Vincent aussi, on va éviter des achats neufs, on va éviter du déchet, mais des fois on va toucher sur d'autres leviers. Par exemple, vous avez une difficulté à vous approvisionner sur un certain type d'équipement, nous on va vous le trouver en réemploi et vous allez gagner peut-être 6 mois, 1 an sur votre approvisionnement. Ce que ça veut dire, c'est que derrière, vous assurez votre production 6 mois ou 1 an en avance. Et là, le gain économique, évidemment, il est démultiplié. Donc c'est aussi pour dire que les sujets de réemploi, ils vont bien au-delà de simplement l'article en tant que tel. Il y a tout le contexte, et moi je parle vraiment sur des cas industriels, il y a tout le contexte, il y a tous les enjeux presque des fois stratégiques pour l'industrie. Donc pour ça, nous aussi évidemment, on a un côté marketplace, on a un côté serviciel, j'aime bien dire qu'on est hybride. Donc on est ingénieur, on va sur place, on est avec les équipes et on a besoin aussi des outils, on en reparlera je pense après, pour massifier et simplifier les démarches. Merci beaucoup. On parlait tout à l'heure du sujet de la qualité. J'imagine que c'est aussi un peu une préoccupation au sein de Blue Market pour justement convaincre, aller embarquer les industriels d'aller sur le réemploi. Comment est-ce que vous gérez ce sujet au sein de la société ? Oui, c'est vrai. Alors, assurantiel et qualité au sens large, c'est très important et clairement, il faut le dire dès le départ, c'est jamais parfait. Par contre, il faut savoir où on va.
Donc pour nous, l'objectif, c'est surtout d'anticiper un maximum. Je pense que c'est pareil pour toi aussi, hein. Il y a un gros enjeu d'anticipation, parce que si avant, on est bien clair sur le process et les objectifs, alors on sait où on va, très clairement. On ne va pas essayer d'acheter l'équipement ou la pièce la plus sensible de toute la production en réemploi. Ça n'est pas pertinent, tout simplement. C'est pas grave. Par contre, il y a plein d'autres sujets sur lesquels on peut travailler en réemploi, parce que on va aider les vendeurs à correctement décrire leurs articles, on va aider les acheteurs à savoir ce qu'ils peuvent acheter, et en fonction des conditions d'état, nombre d'heures de fonctionnement, carnet de maintenance, etc. etc. Et s'il y a des besoins plus importants, on travaille notamment dans la pharma où c'est très contraint, on va aller plus loin, on va passer avec des partenaires qui eux sont des spécialistes du reconditionné, on va travailler avec des bureaux, avec des entreprises qui sont des bureaux de contrôle, qui vont venir contrôler tous les équipements, et on peut aller comme ça de plus en plus loin. Il y a des systèmes de garantie aussi qui existent, c'est compliqué, c'est pas vrai pour tous les types d'articles, mais en tout cas, de la même manière, on s'accorde avec l'industriel en fonction de ses enjeux, on sait que tout n'est pas possible, et on essaie au moins de sectoriser sur ce qui va être pertinent et là où ils vont trouver le plus de gains. Donc, et ça, je pense, c'est propre au réemploi, c'est qu'on ne peut pas être fournisseur comme un fabricant initial, forcément. Par contre, le gain global peut être beaucoup plus important et peut nécessiter d'arbitrer sur les risques par rapport à la qualité et aux garanties. Nous, on a aussi une assurance qui permet d'éviter certains cas où si un équipement, un article qui ne fonctionne pas, au moins on peut rembourser. C'est pas parfait, mais au moins c'est mieux que rien et ça permet de débloquer des potentiels freins à l'achat. Merci beaucoup. Alors on a passé en revue quelques défis à relever, donc qualité, assurantiel, massification, etc. Dany, vous l'avez tout à l'heure introduit, mais il y a un vrai sujet aussi d'acculturation, de changer les pratiques et de changer le regard aussi pour justement aller embarquer tout un tas d'acteurs sur les activités de réemploi. Je vous pose la question en fait à tous les trois, je vous laisse réagir un peu librement, mais est-ce que, notamment que ce soit Blue Market aussi ou Circular Place précisément, mais est-ce que c'est un sujet de changement de pratique et d'acculturation que vous intégrez aussi dans votre société auprès de vos clients, notamment pour peut-être justement intégrer ce réflexe-là peut-être dès l'achat, voire même en amont, parce qu'on parlait de sujet de se dire peut-être qu'il faut éviter d'aller jeter, enfin d'avoir ce réflexe de jeter et de savoir qu'est-ce qu'on peut faire finalement de notre produit pour le valoriser avant même de l'abandonner dans une vision très classique du déchet. Oui, j'en profite, j'ai le micro. Donc oui, pour nous tous, je pense, il y a un gros sujet d'acculturation au sens très large qui est lié à la fois aux entreprises, on va dire aux interlocuteurs avec lesquels on travaille, parce qu'ils ont une culture d'entreprise, parce qu'ils ont des habitudes et des objectifs, mais aussi aux personnes physiques avec lesquelles on travaille. Parce que, et notamment ça dépend des profils, moi je vois entre un acheteur et un magasinier, il n'y a pas du tout les mêmes réactions sur le même sujet. Et ce sujet d'acculturation, il est énorme. Pour moi, en tout cas, c'est le premier frein ou le premier levier, ça dépend comment on le voit. Donc on est obligé d'accompagner, de commencer par des choses assez simples et aussi d'être clair sur l'engagement. C'est-à-dire, si on sait bien pourquoi on fait et les contraintes qui seront associées, alors on va jusqu'au bout. Sinon, et ça revient au sujet d'anticipation, sinon, au moment où on est dans le concret, ça bloque un endroit. Donc le sujet d'acculturation, pour moi, il est primordial. Je dirais même qu'il vient avant les sujets numériques, même s'ils sont évidemment essentiels aussi. Et c'est quelque chose qu'on doit travailler forcément dans le détail, c'est très énergivore, mais c'est aussi comme ça qu'on travaille dans le long terme et que ça sera de plus en plus efficace. Et je dirais une habitude de travail. Moi j'aime bien dire que le bon sens, et ce que vous avez dit en introduction, le réemploi ça reste du bon sens, ça a toujours existé. Ce qu'il faut c'est que ça redevienne nos habitudes et que ça devienne systématique. C'est effectivement ça, il faut changer totalement le regard sur le réemploi, réenchanter finalement le modèle, parce qu'il y a un sujet dont on n'a pas trop parlé avec le réemploi, mais le risque aussi qui peut peser assez vite, c'est le stock. C'est-à-dire que si on n'a pas des solutions assez rapides sur le réemploi, on arrive assez vite à devoir stocker. Or, le stockage a un coût nécessairement, donc... Oui, il faut recycler, mais pour recycler, il faut aussi séparer les matières, donc après rentrer dans d'autres process. Nous, on accompagne aussi, par exemple, des solutions de réemploi sur tout ce qui va être décor de musée, décor de spectacle ou choses comme ça, puisque aujourd'hui, on est vraiment sur une économie qui jette beaucoup et qui recycle même pas, en fait. Donc, parce qu'il y a des normes, parce qu'il faut aller vite, parce que, on a tout le temps 1000 et une raisons, en fait, pour faire les choses.
Et c'est là aussi où il faut commencer aussi à réfléchir en économie de la fonctionnalité, à savoir aussi ce qu'on peut faire sur ce qu'on met sur le marché et comment on peut offrir une solution réemploi ou réutilisation, on ne va pas faire la sémantique ici, mais néanmoins elle existe, pour justement éviter aussi d'avoir à stocker, et d'où un modèle très dynamique. Alors nous, chez Circular Place, sur le sujet de la culturation, on a développé un module de gamification chez nos clients et on va accompagner justement des parcours de sensibilisation, de formation et de passage à l'action sur la thématique RSE. Et donc on accompagne par exemple le groupe Sodexo que j'évoquais tout à l'heure. L'ensemble des collaborateurs ont accès à notre plateforme via le portail Mes Outils et on est l'outil de communication aujourd'hui du groupe sur la thématique RSE. Et donc au travers de quêtes, ils vont avoir la possibilité de gagner des points. Et ces points, ensuite, ils vont pouvoir les attribuer à des associations pour soutenir des causes. Et donc l'idée étant que chacun puisse flécher une part du mécénat du groupe vers les causes qui lui sont chères en se formant en parallèle de tout ça. De plus, toutes les actions de réemploi qui processent sur la plateforme vont leur rapporter des points qui pourront eux-mêmes être donnés à des associations. Écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Peut-être juste avant de terminer la conférence, une dernière question. Parce que Circular Place et Blue Market, bon, c'est des plateformes en ligne, enfin voilà, digitales. Est-ce que justement l'outil digital, on n'en a pas trop parlé, mais est-ce que c'est devenu aussi un outil essentiel pour que le réemploi passe à l'échelle ou pas? Je reprends la parole. Mais, je pense qu'aujourd'hui, on voit ce que c'est devenu en tant qu'individu, les plateformes, et à quel point c'est venu nous simplifier la vie. Je pense que pour les entreprises, on n'a pas le choix que d'adopter le même type de pratique. On a tellement de choses à faire dans nos quotidiens et tellement de sollicitations qu'aujourd'hui, c'est devenu un mode opératoire beaucoup plus optimisé et ça permet de passer à l'échelle, comme tu l'évoquais. Je pense que ça nous permet de massifier du gisement. On en parlait tout à l'heure, mais je pense qu'il y a une grosse difficulté sur le réemploi. C'est cette capacité d'accès facile au gisement. Et aujourd'hui, le fait de processer tout ça au travers du digital, ça permet de démultiplier les opportunités et donc aussi de se concentrer sur des savoir-faire particuliers. Je pense à la ressourcerie. Je sais qu'ils ont certaines typologies de produits qui les intéressent plus que d'autres. Et donc, forcément, sur certains gisements, ils vont avoir cette capacité à se projeter. Quand on vient sur Circular Place, la recyclerie va devoir indiquer ce pourquoi elle est intéressée pour faire la récupération de l'équipement. Et donc souvent, on a de très belles histoires derrière chaque opération de don qui émerge. Et je pense que le digital permet ça, la mise en relation démultipliée et ensuite la possibilité de choisir avec qui interagir. Je suis carrément d'accord. Je vais compléter sur le volet qui nous touche plus, nous, côté industriel. Je pense que, en fait, la solution digitale, elle ne suffit pas en tant que telle. Justement, derrière, il faut des gens, il faut des histoires, il faut voilà. Mais par contre, elle est essentielle pour justement massifier et changer d'échelle le réemploi. Parce que concrètement, et tu as donné de très bons exemples tout à l'heure, quand on commence à avoir énormément d'articles, c'est impossible de gérer à la main. C'est tout simplement impossible. Il faudrait des équipes de dizaines de personnes derrière des papiers en train de gratter des choses. C'est juste pas possible. Donc on a de toute façon besoin de ça. L'autre avantage qu'il peut y avoir, mais ça dépend des cas, c'est que ça peut être attirant, dans le sens où on a un outil qui n'est pas compliqué, mais qui permet de simplifier des petites tâches administratives et de donner de la visibilité. C'est les deux sujets que je vois. Donner de la visibilité, c'est toujours intéressant de savoir exactement et de voir les articles. Comme de la même manière qu'on fait dans la vie privée des achats en ligne, où justement on voit des articles et on se projette tout de suite. Et sur le côté administratif, également c'est de la même manière. Hein. Si on a en un clic, on peut faire une négociation, prendre un rendez-vous, gérer une facture, des choses comme ça, on ressent soi-même le gain de temps et donc l'efficacité qu'il y a derrière. Et c'est là où derrière, on peut arriver à des modèles économiques qui sont vraiment pérennes, où il y a un gain économique pour tout le monde. Donc pour moi, le sujet est évident, enfin la réponse à la question est évidente. Oui, on a besoin de ces outils numériques pour réussir à massifier et intéresser largement au sujet réemploi. Que ce soit, enfin moi je parle pour l'industrie plutôt, mais je pense que c'est vrai partout. Alors, c'est pas du tout sur le digital et pour le coup ça va aller un peu à l'encontre de la massification, mais c'est juste une histoire par rapport à pourquoi on est intéressé par tel ou tel objet. Ou, nous on s'est aussi beaucoup intéressé sur la notion de don aussi et qu'est-ce qui fait qu'à un moment on donne des choses et on tient absolument à ce que ça aille en réemploi plutôt qu'à la benne par exemple. Et c'est notamment tout l'héritage affectif qu'il peut y avoir sur certains objets.
Alors notre magasin s'appelle Restore et on a mis en place ce qu'on appelle les Restories, c'est-à-dire que quand on débarrasse souvent des maisons de proches, c'est dans ces moments-là aussi où on se débarrasse de beaucoup d'objets qui peuvent totalement être réemployés. Et donc on laisse la possibilité aussi aux personnes qui donnent d'écrire l'histoire de ce qu'ils sont en train de donner. C'était la table basse chez ma grand-mère, je me souviens, je faisais mes dessins dessus et on les met au magasin et des fois c'est un peu comme quand on achète un livre, enfin avec l'histoire un peu du livre ou ce qu'on en a ressenti. Il y a aussi cette transmission de patrimoine qui a aussi une autre connotation au réemploi. Alors bien sûr, pour massifier, c'est pas possible, mais en tout cas, ça favorise aussi vraiment le recours au réemploi et ça facilite plutôt que de stocker et puis à un moment on s'en débarrasse parce que contraint par le délai. C'est des choses qui sont plutôt assez sympathiques. Alors, je vais me permettre d'ajouter un petit mot. On parlait d'héritage. Nous, on porte l'héritage mobilier des Jeux Olympiques. Donc si vous êtes intéressé pour acheter des tables, des chaises, tout type d'équipement, n'hésitez pas à venir sur Circular Place. Voilà, en quelques clics, vous pouvez facilement ouvrir un compte, venir sur la plateforme, découvrir ce qu'on fait et totalement gratuitement proposer vos produits à la vente ou au don ou même venir acquérir quelque chose. Moi, je suis un peu en désaccord. Franchement, on gagnera la lutte pour la planète si ça devient une activité économique. Je pense que le réemploi ne peut pas, vous avez raison, il faut que ça existe, mais ne peut pas être concentré sur je donne pour faire du mécénat. Vous devez avoir des stocks, parce que c'est ce que vous faites en électronique, c'est super, c'est ce qu'il faut faire. Mais votre stock, faites-le vivre, mettez-le en recyclage, exportez-le, ne le stockez pas, faites-le vivre. C'est vraiment, je pense que la lutte pour la planète passe par le réemploi massif sous toutes ses formes. Il faut arrêter de détruire. Il faut réutiliser, réemployer. Il y a effectivement un problème sémantique important. Hein. Mais voilà, c'est ça que je veux dire. Ne limitons pas. Je pense qu'on est parti plutôt bien parti. Et on est parti grâce à des engagements personnels, grâce à des dons, grâce à du mécénat. Mais maintenant, il faut élargir. Il faut élargir, sinon on ne sauvera pas la planète. Mais sur les emballages, le réemploi, on est vraiment sur un modèle économique et on travaille nous déjà avec des laveurs de bouteilles par exemple et une fois que la bouteille casse, elle finit au recyclage. Enfin, c'est là où c'est complètement complémentaire et les modèles économiques existent. Après, ça dépend aussi des objets, encore une fois, aujourd'hui et ce qui est possible de faire. Donc, Je suis d'accord, juste pour terminer, je pense que c'est... À mon avis, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, mais là ça revient bien, je pense, dans le débat, c'est le fait de voir non pas juste le réemploi en tant qu'un article, mais de voir, et ça joue sur ce que vous disiez sur l'historique qui va autour, c'est de voir l'environnement, le contexte global. Et moi je parle aussi pour l'industrie où on a vu sur les sujets Covid et guerre et autres avec rupture d'approvisionnement, c'est pas le fait d'avoir l'article en réemploi. C'est très bien, c'est mieux que du neuf, c'est toujours bénéfique, mais c'est le contexte global. Et c'est le cas dont tu parlais pour le don aux associations, c'est le cas dont vous parliez aussi pour l'histoire d'un objet. Pour moi, le réemploi, c'est une manière de s'approvisionner, mais derrière, l'avantage, le gain, et là où ça va à mon avis se démultiplier, c'est vraiment quand on regarde l'enjeu global, le contexte et le gain que ça apporte sur l'ensemble de la chaîne de valeur en fait. C'est vraiment beaucoup plus large que l'article à mon sens. Bah écoutez, merci beaucoup pour ces interventions, ces belles histoires et surtout ces solutions donc innovantes dans le réemploi. Donc on voit que voilà, effectivement on parlait de complémentarité, réemploi, recyclage. L'idée est d'apporter juste la meilleure filière à nos produits, à nos déchets. Réemploi, recyclage, donc finalement l'issue est la même, donc c'est arriver à une performance environnementale maximisée simplement, donc ça arrive à des stades différents du cycle de vie. Et puis donc voilà, on comprend un vrai besoin aussi de changer le regard sur ces objets de seconde vie. Nous, de notre côté, effectivement, derrière sur le stand Fédérec, Dany en parlait, mais effectivement, Fédérec et FEI, donc Fédération des entreprises dans l'insertion, on est en phase de signer un partenariat puisque on parlait du sujet réemploi, mais il y a aussi un vrai sujet d'emploi derrière, parce que réemploi, recyclage, c'est aussi des gros viviers d'emploi, donc notamment pour l'insertion. Donc l'idée, c'est d'avoir aussi une vision partagée ensemble, FEI et Fédérec sur le réemploi et le recyclage. Donc merci encore, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bah, écoutez, une première question. Hop.
Bonjour à tous. J'ai une question sur le réemploi des emballages, puisqu'on en a parlé aujourd'hui. Et c'est vrai qu'un des sujets pour simplifier le parcours consommateur, et ça a été prouvé et mis en place dans d'autres pays, c'est la mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi, parce qu'on va démarrer l'année prochaine le réemploi. Quelle est la position de FEDEREC sur la mise en place d'une consigne pour recyclage ? Oui, alors de manière modérée, et puis on travaille beaucoup avec les collectivités locales. Moi, là où je suis plus embêtée sur la consigne pour réemploi, moi j'y suis totalement favorable. Et je trouve qu'on gagnera pour la planète et à embarquer le citoyen si on est cohérent aussi dans nos choix et notre stratégie et conforme aussi aux orientations de la directive européenne sur d'abord le réemploi avant le recyclage. Après, la consigne pour recyclage, là où moi je comprends pas bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a quand même un service public qui existe et qui va continuer à fonctionner en fait, parce que tout va pas pouvoir être consigné. Et d'ailleurs aujourd'hui dans les discussions sur la consigne pour recyclage, c'était exclusivement sur les boissons par exemple, ce qui veut dire que les collectivités vont devoir continuer à assurer un service de collecte, de tri, avec un gisement qui va être en concurrence finalement avec un double système, des financements qui vont changer, puisque dès lors qu'il y a consigne, c'est un système individuel, et donc ça ne passe plus par la REP, enfin en tout cas système mutualisé. Et donc, moi j'avoue, consigne pour recyclage, je ne comprends pas. Moi je veux dire, il va répondre techniquement. Mais posons-nous la question. Vous avez une bouteille plastique ou une bouteille de verre. Moi ce que je voudrais, c'est que chacun ait l'assurance que quand il les met dans la poubelle jaune, c'est soit réemployé, soit recyclé. Ça vaut tous les déplacements du monde. La bouteille de bière Cronenbourg que vous allez boire à Villefranche-Vernay-les-Bains, pour la réemployer après consigne, il faut l'envoyer à Strasbourg, en train, en camion. Pourquoi pas? Mais laissons au moins les deux, c'est-à-dire que vous mettez votre bouteille dans la poubelle jaune, et vous avez l'assurance que c'est soit réemployé, soit réutilisé, soit recyclé. C'est plutôt, mais laissons la liberté. Tout à fait, enfin, pour enrichir et pour compléter, pourquoi on en est arrivé là? C'est parce qu'on avait des taux de collecte différents d'une région à l'autre. Et donc il y avait des régions ultra performantes et d'autres moins performantes. Et en fait, on a découvert qu'il y avait un sujet, c'était le hors foyer. C'est-à-dire que grosso modo, au niveau des emballages ménagers, la poubelle jaune, ça fonctionnait assez bien. Par contre, sur l'espace public, dans les trains, etc., c'était assez mal géré. Et on voit bien, enfin on le voit tous, hein, dans tous les espaces publics, depuis 2 ans, on a des containers de collecte à peu près partout. La collecte différentielle est mise en œuvre. Maintenant, voilà, comme il y a un délai entre l'action effective et la mesure de la performance, on a toujours 1 ou 2 ans de retard. Mais moi, je suis convaincu que voilà, on va y arriver en termes de performance. On n'aura pas besoin de la consigne pour recyclage. Et puis, à l'appui de ce qui vient d'être dit, il ne faut pas compliquer la vie des consommateurs. Aujourd'hui, on leur a passé un message simple. Vous mettez dans la poubelle jaune, qu'elle soit en bas de votre immeuble, qu'elle soit dans le parc d'attractions, dans l'aéroport, dans le train. Voilà, le geste, il est simple. Donc voilà, on n'a pas besoin de la consigne pour recyclage, en plus de tous les arguments qui ont été soulevés, quoi. D'autres questions? Écoutez, merci beaucoup. On va pouvoir clôturer cette conférence. Merci.